invités, chers amis, c'est un honneur pour moi d'ouvrir ce colloque consacré aux fonctionnaires de la loi nord-africaine fondée en 1926, moment décisif de l'histoire politique contemporaine de l'Afrique du Nord et matrice du mouvement national algérien. Je souhaite en préambule adresser mes remerciements à l'ensemble des partenaires qui ont contribué à l'organisation de cette rencontre, Beurre FM, l'Institut Tribune Socialiste, la CSG Paris, ainsi que l'association Histoire coloniale et post-coloniale. De vifs remerciements également à nos amis intervenants qui s'associent à cet événement qui s'annonce prometteur dans le partage des savoirs et de la réflexion. Notre démarche dépasse ici sa simple commémoration. Elle vise à interroger un moment fondateur, celui de l'urgence d'une pensée politique structurée, portée par des trajectoires militantes ainsi dans des réalités sociales concrètes. L'étoile nord-africaine ne surgit pas dans le vide. Elle s'inscrit dans une histoire longue de résistance. En Algérie, l'insurrection de 1871 conduite par Cheikh Mourani et portée par Cheikh Khaled, et au Maroc, la guerre du Rif menée par Abdelkrim El-Khattabi témoigne déjà d'une volonté affirmée de souveraineté. Mais avec l'étoile, un seuil est franchi, celui de la modernité politique. Organisation, discipline militante, élaboration stratégique. La contestation se structure, se pense, s'inscrit dans des rapports de force identifiés. Cette transformation ne peut être dissociée du contexte international de l'entre-deux-guerres. Le congrès de Bakou en 1920, les mouvements révolutionnaires en Asie, ou encore les espaces de formation transnationaux, tels qu'a été à Montargis, ici en France, illustrent une circulation intense des idées et des acteurs politiques. À cet égard, les trajectoires de Ho Chi Minh, Zhou Enlai ou encore Deng Xiaoping, tous présents en France dans les années 1920 et insérés dans les réseaux politiques transnationaux, témoignent de l'existence d'un espace de politisation partagé où se croisent militants issus du monde colonisé et acteurs du mouvement ouvrier européen. C'est dans cet entrelacement du local et du global que l'étoile nord-africaine prend forme. Sa singularité réside dans son ancrage au sein des milieux ouvriers nord-africains en France. C'est là, dans l'univers du travail et des structures syndicales, que s'opère une articulation décisive entre revendications sociales et projets politiques. Dans cette phase, des figures comme Haj Ali Abdelkader jouent un rôle structurant en établissant des passerelles entre engagement ouvrier, réseau politique et conscience nationale. Aux côtés de Missa Haj, d'Image Amar ou encore de Belkacem Rajaf et de Si Jilani Mohamed, se constitue un cadre militant original qui produira durablement ses effets. L'étoile nord-africaine apparaît ainsi comme un véritable laboratoire politique. Elle élabore des formes d'organisation, un langage, une vision qui irrigueront les étapes ultérieures de lutte jusqu'à la création du Front de libération nationale en 1954 en Algérie. Toutefois, son héritage ne se limite pas à la seule trajectoire algérienne. Dès l'origine, elle porte en elle une dimension plus large, celle d'un horizon maghrébin façonné par des circulations constantes entre les deux rives de la Méditerranée. C'est cette dynamique qui trouve une expression particulièrement significative dans la conférence de Tanger tenue entre le 27 et le 30 avril 1958. Loin d'être un simple épisode diplomatique, cette conférence constitue l'aboutissement d'un processus engagé dès les années 20, celui de la mise en relation progressive des luttes nationales dans un cadre régional.
Elle réunit les principales forces du mouvement national maghrébin, le Front de libération nationale pour l'Algérie, le Parti de l'Istiqlal pour le Maroc et le Néo-Destour pour la Tunisie, en lien bien entendu avec l'Union générale tunisienne du travail. La délégation algérienne comprend notamment Farah Abbas et Abdelhafer Boussouf, représentants du mouvement engagé dans la guerre de libération, tout en poursuivant une stratégie diplomatique active. Le Maroc est représenté par Alel El Fassi et Ahmed Balafraj, figure majeure de l'Istiqlal dans un contexte d'indépendance récemment acquise. La Tunisie est présente à travers les responsables du Néo-Destour et de l'UGTT, proche de Habib Bourguiba, témoignant d'un État souverain mais solidaire des luttes encore en cours. Tanger donne ainsi une traduction politique à une intuition déjà présente dans l'expression de l'étoile nord-africaine, celle d'un dépassement des cadres strictement nationaux au profit d'un horizon commun. Mais cette continuité appelle une lecture plus exigeante, car ce qui relie l'étoile à Tanger, ce sont bien entendu des circulations, celles des hommes, des idées, des pratiques militantes. Ces dynamiques s'inscrivent dans un espace plus vaste, celui de la Méditerranée. La Méditerranée ne peut pas être réduite à une ligne de séparation. Elle est, sur le temps long, un espace d'échange, de transfert et de recomposition, circulation des savoirs, des langues, des cultures, mais aussi des formes politiques. Dans cette perspective, les diasporas ne sont pas périphériques. Elles s'inscrivent dans une profondeur historique et prolongent sous des formes contemporaines ces dynamiques anciennes de mobilité entre les deux rives. Mais cet espace n'est pas neutre. Elle est traversée par des héritages persistants, les effets de la colonisation, les inégalités structurelles, ainsi que certaines formes contemporaines de stigmatisation, voire de radicalisation, continuent de peser sur les relations entre les sociétés méditerranéennes. Dès lors, l'idée d'un destin partagé ne peut être convoquée sans précaution. Elle ne peut être qu'un horizon à construire, non un acquis. Dans ce contexte, les diasporas occupent une position singulière parce qu'elles vivent ces tensions au quotidien. Elles peuvent aussi en être des lieux de dépassement, non en les effaçant, mais en les rendant visibles, discutables, transformables. Ainsi, de l'histoire nord-africaine à la conférence de Tanger jusqu'à aujourd'hui, se dessine une ligne de force, celle d'un espace en partage, mais un partage inégal, je dirais, travaillé par l'histoire surtout. Dès lors, l'enjeu n'est pas seulement de rappeler cette histoire. Il est de savoir si cet héritage peut encore servir de point d'appui à une projection commune, à condition d'en interroger les fondements. La Méditerranée occidentale, voire plus large, peut-elle devenir un espace de convergence renouvelé, fondé sur des relations plus lucides, plus équilibrées et pleinement assumées? La question reste posée. En tant que président du groupe de réflexion sur l'Algérie, je forme le vœu que nos travaux contribuent à l'aborder avec rigueur et exigence, car il ne s'agit pas seulement de se souvenir. Il s'agit de comprendre pour transformer, de faire de la mémoire une source critique et peut-être de redonner sens à une perspective exigeante, celle d'un horizon commun à construire lucidement. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite des travaux riches et féconds. Merci. Je donne la parole à Nasser Ketan, président de Beurre FM et ami qui nous a beaucoup apporté. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je pense que c'est important
de célébrer ce centenaire. On est, vous comme nous, et comme des dizaines de milliers d'Algériens, on est héritier de cette histoire. On appelle ça la diaspora, la communauté algérienne, etc. Et cette histoire nous appartient. On n'est pas à côté. Et il se trouve que cette histoire a été relativement mise de côté depuis l'indépendance. Et on a tous vécu ça. Donc c'était normal qu'on traite le centenaire de l'étoile nord-africaine. Et on a été des milliers, des dizaines de milliers. Moi, mon village a été bombardé, passé au napalm. On a fui dans les montagnes. On a connu le 17 octobre. On a connu la Révolution, la guerre fratricide entre le MNA et le FLN, dans l'immigration. Donc cette histoire nous appartient. Et donc on va la regarder avec objectivité. Vous allez entendre des choses, je pense, cet après-midi que vous n'entendrez pas ailleurs, et c'est normal, parce que c'est notre histoire et on n'a pas à la mettre de côté. Alors c'est marrant parce que moi j'ai posé la question à pas mal de personnes, je leur dis, bon, on va faire un colloque sur l'étoile nord-africaine. Et quand vous posez la question, 9 fois sur 10, ils vous disent, ah oui, c'est un club de foot. Un club de foot, les gens ne savent pas. J'étais dans une conférence à la Sorbonne, j'étais devant, et puis il y avait deux sœurs étudiantes, elles ont étudié en Algérie, puis elles étudient à la Sorbonne. Et autre chose, je leur parle de Kateb Yassine. Vous connaissez Kateb Yassine? On ne connaît pas Kateb Yassine. Donc on se retrouve dans des générations qui ne connaissent pas l'étoile nord-africaine, qui ne connaissent pas Kateb Yassine. Et donc évidemment, à partir de là, c'est tout le reste qui se déroule. Donc nous, il nous a semblé important de revisiter cette histoire et de se l'approprier, mais pas comme un musée. L'étoile nord-africaine, ce n'est pas un musée. Ce n'est pas un truc qu'on va regarder, ah oui, c'est bien, c'est pas bien. Non, c'est toujours vivant. C'est des gens incroyables. Les Hadjali, les Messali, les Mir Khaled, les Rajef, les images, des gens incroyables. C'est des types qui, 40 ans avant l'indépendance, demandaient l'indépendance. S'étaient engagés dans le colonialisme. Et donc, pour ce centenaire de la création de l'étoile nord-africaine, tout d'abord, le choix de la bourse du travail n'est pas anodin. On a tenu à la faire ici, un choix délibéré pour plusieurs raisons. Rendre hommage au monde ouvrier, à la classe ouvrière, à l'immigration algérienne ouvrière, dont nous sommes les héritiers, nous sommes issus, à ce terreau, à cet écosystème dans lequel le souffle indépendantiste est né. C'est là où on a commencé à parler d'indépendance, pas avant. À cette alchimie qui a permis de jeter les bases d'une entente, d'une solidarité, d'une volonté commune pour faire plier et céder ces empires prédateurs, déjà. Maintenant, dans la soumission, l'esclavage, on retrouve ce mot pratiquement dans toutes les interventions de Messali, de l'Émir Khaled. On retrouve les indigènes musulmans sont des esclaves. L'esclavage, on le retrouve dans tous leurs textes. Un mot qui revient donc sans cesse dans la bouche des Hadjali, de Messali, de l'Émir Khaled. Et donc, maintenant dans la soumission, l'esclavage des peuples entiers. Rendre hommage à ce monde syndical qui a permis de forger des résistances salvatrices au-delà des frontières. La guerre d'Algérie, je crois qu'on a été les premiers avec Yazid, on a célébré, je crois, le 40e anniversaire, à parler. La guerre d'Algérie a duré 132 ans. Elle n'a pas duré 7 ans, 8 ans, elle a duré 132 ans. La France n'a jamais été tranquille. Et l'État colonial n'a jamais eu de paix. Donc on peut parler de l'émir Abdelkader à Fadman Soumer, en passant par les Cheikh Haddad et Monchrani, pour ne citer qu'eux, parce qu'il y en avait d'autres, hein, notamment ce que le colonialisme désignait comme bandits de Kabylie. Alors ce n'étaient pas des bandits, c'était vraiment des gens qui avaient un instinct et une attitude révolutionnaire. On les a emprisonnés en métropole, etc. Mais l'État colonial avait bon sens de dire que c'était des bandits. Non, c'était des en germe, ils avaient le nationalisme dans leur comportement. Donc, en passant donc par l'émir Fadman Soumer et Cheikh Haddad et Monchrani, pour ne citer que, la terre algérienne n'a pas cessé de gronder, de tonner, rejetant humiliation et confiscation,
massacre et extermination, expulsion et domination. Mais en ce début du XXe siècle, il s'agit de tout à fait autre chose, avec l'apparition de ces monstres de l'histoire qu'on va dérouler cet après-midi. Il s'agit d'autre chose. Le sel de la terre se soulève. Il prend la forme d'une conscience révolutionnaire qui, dans sa radicalité, prône enfin l'indépendance, les indépendances, parce qu'il se situe toujours sur le contexte africain, nord-africain. Dans les textes, on parle toujours du peuple algéro-tunisien. On parle du soutien à Khattabi, Abdelkrim Khattabi, qui mène sa guerre du Rif, qui est soutenu. Et donc, cette conscience révolutionnaire s'habille du drapeau algérien et est guidée par une ligne politique implacable, le nationalisme. Oui, il faut le dire haut et fort, le nationalisme algérien est né dans l'immigration ouvrière algérienne, aux côtés de leurs frères et camarades français. Le peuple algérien, le peuple français a toujours été aux côtés du peuple algérien. Et on le voit dans toute l'histoire, jusqu'à l'aboutissement dans la guerre, dans la lutte armée, où les Français d'origine juive ou chrétienne, etc., se sont engagés dans le Parti communiste algérien, qui n'avait rien à voir avec le Parti communiste français, et ils étaient aux côtés de leurs frères d'armes pour libérer le pays. Et donc, je peux vous citer, déjà à l'époque, et c'était quasiment prémonitoire, les Français d'Algérie, ça c'est l'émir Khaled, les Français d'Algérie envisagent, non sans amertume, le jour où ils seront obligés de boucler leurs valises pour rejoindre leur pays natal. Pour eux, l'avenir est incertain, l'horizon nuageux, l'orage assez proche, et ils poussent déjà des lamentations précoces. Et d'âme, ils ont raison. Quoi de plus pénible, en effet, que de quitter sans espoir de retour le pays où l'on vit en seigneur, où l'on s'enrichit sans trop d'éreintement, servi par des esclaves dociles. La voie révolutionnaire apparaît comme la seule issue valable. 40 ans avant l'indépendance. C'est colossal. Et ça, j'imagine qu'aujourd'hui, pas grand monde est au courant de ça. On pense que ça s'est passé après. Donc, oui, au cœur de l'immigration algérienne et nord-africaine, l'étoile nord-africaine a été le fer de lance des luttes indépendantistes, des conquêtes sociales, culturelles, souverainistes. Héritiers de cette immigration, de ces luttes, nous avons souhaité restituer l'ordre des choses, remplacer dans la lumière les artisans de ces combats révolutionnaires. Et donc on va écouter maintenant Marc, qui va aussi intervenir, qui est partenaire de ce colloque. Bonjour amis et camarades. Il y a beaucoup de camarades dans la salle d'ailleurs. Je voudrais dire deux mots quand même sur ce qu'était l'État colonial. Car s'il y a colonisation, il y a bien un colonisateur. Or, ce qui frappe dans les années 20, c'est que l'anticolonialisme était minoritaire. Alors c'est vrai qu'il y avait l'union intercoloniale à l'intérieur du Parti communiste, mais c'était une incise, d'une certaine façon. Et puis il y avait la 8e condition de l'internationale socialiste, qui avait été d'ailleurs proposée par Lénine, qui disait qu'il fallait soutenir les indépendances des peuples. Or, on l'a oublié. Alors, ce qui est important, c'est de voir qu'il y avait très peu de militants anticolonialistes, y compris dans la gauche. On peut même dire qu'une partie de la gauche était colonialiste pour le bienfait des colonies, ce qui peut paraître étrange aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas étrange pour tout le monde. On a toujours la pensée, j'en dirai deux mots en fin d'après-midi, on a toujours la pensée que les civilisations occidentales, françaises ou autres, n'ont aucune importance, se croient supérieures à toutes les autres et se prennent pour des éducatrices des peuples dominés. Parce qu'ils sont, et s'ils sont dominés, c'est parce qu'ils sont inférieurs. C'était ça l'esprit colonial. Et il fallait, quand je dis qu'il y avait une minorité, mais il y avait comme des militants anticolonialistes importants,
Et ils étaient bien entendu à l'intérieur du Parti communiste, à l'intérieur de la CGT, de la CGTU, pas de la CGT, de la CGTU après, mais ils étaient aussi à l'intérieur du Parti socialiste, pas très nombreux. Pas très nombreux. Et il y en avait même, plutôt à droite, qui trouvaient que la colonisation, c'est quelque chose qui coûtait trop cher. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à l'occasion du centenaire de la création de l'étoile nord-africaine, ça n'a pas été une mince affaire, on en parlera tout à l'heure dans la table ronde qui va suivre, hein, c'est des débats qui vont durer comme à peu près 2 ans ou un peu plus. Et bien, à ce moment-là, il n'y avait pas, comment dire, de groupe français suffisamment puissant pour lutter contre leur propre État colonial. Or, quand on s'interroge sur ce que signifie l'étoile aujourd'hui, l'étoile nord-africaine, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, bon, la première fois où on ose parler carrément d'indépendance, les 3 pays, les militants des 3 pays parlent d'indépendance. C'était presque un scandale. Même un peu partout d'ailleurs, pas uniquement à droite. Alors, aujourd'hui, si on veut considérer l'héritage de l'étoile nord-africaine comme un des éléments décisifs de la libération de l'oppresseur colonial, mais aussi qui aurait dû être, qu'il a été en partie insuffisamment, libérateur de l'esprit colonial chez le colonisateur. Alors vous le savez, les colonisateurs, il y a un héritage aujourd'hui qui fait que, on en parlera tout à l'heure, en fin d'après-midi, qui fait que finalement l'esprit colonial est toujours là. Il est toujours là, et notamment dans ce que vous avez dit, tous les deux, Yazid, Nasser, dans les relations entre la France et son gouvernement. C'est pas la France en soi, son gouvernement, ses gouvernements successifs, pratiquement sans exception, font qu'effectivement, ont toujours un rôle qui s'assimile à un personnage miné par la condescendance. On se comporte chez les élites responsables, dans nos pays, en France en particulier, comme des tuteurs, comme si les pays d'Afrique du Nord et d'autres n'avaient pas commencé leur émancipation, qui n'est pas terminée, vous le savez, on en parlera durant toute la journée. Et ça, c'est important de se dire que l'étoile nord-africaine, c'était l'ensemble de l'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie. Aujourd'hui, encore une fois, Yazid, tu en as dit 2 mots, il nous faut penser espace méditerranéen parce que, c'est à ce moment-ci, et parce que les problèmes qui concernent cet espace, qui concernent tout le pourtour méditerranéen sont communs. Ils sont communs à toutes les régions du pourtour, aussi bien de l'Est, de l'Ouest, du Sud que du Nord de la Méditerranée. On a des problèmes identiques, j'en parlerai tout à l'heure. Merci beaucoup.